Je vais laisser Michel Arbatz, qui devait commencer par une chanson. Après, je dirai quelques mots sur Michel. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de marin dans cette assistance, parce que ce qui va suivre n'est pas très tendre pour les marins, tant sur le plan de la chanson que je crois sur le plan du texte qui va suivre. Voilà. Alors. C'était un bel oiseau dodu, le dodo, qui vivait à Madagascar et Lascar. Le dodo, il ne reste grosso modo qu'un dodo, naturalisé au musée. Un unique exemplaire rue Geoffroy Saint-Hilaire, au Muséum à Paris. Le dodo rappelait le dindon, mais un don de Dieu l'avait dit-on doté de naïveté, d'un large bec et de 12 yeux langoureux. C'est heureux, certes, un peu d'adèle, baladait de magrets magnifiques au bord du Pacifique. Aussi quand le premier fusil de sa vie se pointa sur son beau plumage, quel ravage! Le dodo s'avançait tranquille de son île vers l'engin de son meurtrier qui riait de trucider un volatile si facile. C'était au siècle des Lumières, des corsaires. Le cuisinier de l'équipage sur sa page inscrivit: l'oiseau qui n'a pas peur, pomme vapeur. Dodo, l'oiseau d'eau, l'oiseau doré à la poêle. Oh oui, les doudous, les doudous, les doudous, les dodos, les dodos, les dodos, les dodos, les dodos. How do you do? Les dodos rôtis aussitôt ont du bon, on n'en vit plus que sur les lithos. D'eau du bon pendant sentant tous les marins, un par un en firent un terrible carton. Qui peut-on? Le dodo au massacre s'en allait comme au sacre. C'était pas tant le Navarin, les marins qui les poussaient à canonner, les tonner, s'ils firent de la chasse au dodo. Leur dada, c'est que les gars étaient un peu sado et fada. Le plus con était-il l'homme ou le volatile? Rectification scientifique, je m'explique. C'était pas à Madagascar, cette histoire, c'était plutôt à l'île Maurice. Sans malice, mais c'est aussi un peu partout, voyez-vous. Ça me rappelle quelques idylles difficiles. L'amour c'est pas du Mikado, mon coco. Parfois tu perds la libido, on t'allume et t'y laisse, tout comme le dodo, les plumes et la peau. Dodo, l'oiseau d'eau, l'oiseau doré à la poêle. Oh, et les dodos, 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 les dodos. How do you do? How do you? How do you? How do you? How? Michel Arbatz, j'ai demandé à chacun en fait de me faire une biographie de... Et comme je ne veux pas me la lire, je vais demander à Michel de se présenter. Puisque tu me l'as écrit. Alors, qu'est-ce que j'ai... Moi j'ai vu 3 T Télérama, 4 T Télérama. 4F. 4F, oui, c'est vrai, c'est C'était il y a les F. très très longtemps. Voilà. Pour du billard, c'est ça? Du Non, billard avec qui pour tu as... Desnos, pour Robert, un disque sur Robert Desnos. Voilà. Ouais. Bon, comment dire, très rapidement, parce que ça fait beaucoup de temps. Voilà, je me suis partagé entre
la chanson, la transmission orale de la poésie à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Voilà, j'ai monté, je suis depuis peu revenu à Nantes où j'ai vécu il y a très très longtemps. J'ai passé presque 35 ans dans la région de Montpellier où j'avais monté une brigade d'intervention poétique qui était une sorte de commando pacifique qui a passé 17 ans à aller dire de la poésie partout, par cœur et par surprise. Voilà. Et pour moi, je suis très attaché à la transmission des poètes, j'en ai mis beaucoup en musique. Pour ceux que ça intéresse, qui ont envie de se ruiner intelligemment, il y a à la sortie quelques livres-disques que j'ai commis sur Desnos, du Billard, effectivement, Pavese et René Guicadou. Et je ne l'ai pas là, mais j'ai fait aussi un spectacle autour de François Villon, avec d'ailleurs un coup de main de Jean-Louis Trintignant. Bon, je ne vais pas en dire plus, ça suffit comme ça peut-être, non? Oui, j'aime bien, c'est pas mal, ça correspond à ce que j'ai là. J'ai pas dit de bêtises. Non, t'as oublié un peu du billard, parce que je sais que du billard, quand même, c'est... Ah ben, du billard, oui, j'ai fait monter un spectacle entier, avec sa fille d'ailleurs, voilà, qui a donné l'objet à un disque qui s'appelle Cabaret du billard. Voilà, c'est un spectacle que je regrette de n'avoir pas d'autre trace qu'un disque, parce que c'est un spectacle qu'on a beaucoup tourné, et je me suis régalé, enfin... J'adore ce du billard que je considère comme d'ailleurs un des grands poètes du XXe siècle, méconnu. Voilà, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On le connaît beaucoup par les dialogues, Surtout les dialogues, oui. Mais bon, il a écrit toute une œuvre poétique assez formidable, et théâtrale aussi, formidable. Voilà. Bon, voilà. Alors là, j'en ai mis Jean-Paul Barbe tout au fond. Mon impresario m'avait promis Mais je pense qu'elle que... tomberait du ciel. Mais je pense qu'elle va ici, tout est magique et mystique. C'est un appel. Voilà, très bien. Tu vois? Magnifique. Eh bien, pareillement, j'ai Jean-Paul Barbe, enseigné l'histoire des idées allemandes, et donc, et l'anthropologie. Je suis sur ta présentation. Oui. Avec des gros pointillés, tout ça, oui, d'accord. Et puis de l'écriture, depuis quand même un certain nombre de temps, depuis que j'ai quitté l'université. Voilà. Plutôt de la prose, mais beaucoup de traductions aussi, au fil des années. Et donc, là, c'est quelque chose qui s'est greffé sur une dernière traduction que j'ai faite de Volker Braun, qui est un assez court texte, à la fois lyrique et satirique, sur les horreurs et les méfaits de la colonisation allemande en Mélanésie, que j'ai intitulé Grande pirogue en souffrance. Voilà. Et de pirogue en autre pirogue, Caraïbes ou pas, etc., je me suis retrouvé pris dans quelque chose qui avait été évidemment pour moi très important dans le passé. J'ai dû mettre dans le petit papier que je t'ai donné que j'étais un non, tu ne trouves pas? Non, je n'ai pas de co. Ah, Non, ça va vite, non, mais j'en ai pas, c'est vrai. Moi, je suis resté... non, on va rester sur le co, mais je peux lire. Non, j'en ai ton livre sur... Tu parles de voyage, justement, oui. Et tu étais sur ce fameux géographe, dont le nom, parce que je le cherche, je t'ai promis de tout mettre. Donc, tu as écrit un petit livre sur... Oui. Rappelle-moi son nom, ce géographe 19e. Élisée Reclus. Élisée Reclus, voilà. Oui, c'est ça. Et donc, dans les livres précédents, j'ai fait intervenir beaucoup une géographie un peu fantasmée quelquefois. Et compte tenu de mon passé nantais, je suis nantais depuis 1939, donc j'ai dû co-déconstruire, voilà. Non, mais c'est pas écrit. Non, je suis désolé, tu l'as sans doute fait, mais tu n'as pas encore écrit. Co-déconstructeur. Tu m'as envoyé 2 bios, c'est pour ça. Dans l'autre, c'est ça, en fait. oui, Voilà. oui, c'est ça, oui. Voilà, donc 2 petits textes, un qui est plus petit que l'autre, et qui sont tirés de recherches que je fais actuellement pour un recueil qui s'inspirerait à la fois de fragments de documents très précis concernant
le trafic des négriers durant le XVIIIe à Nantes et dans le reste de la France. À partir de l'accès maintenant numérisé au répertoire des négriers fait par Jean Métas et après son décès qui a été édité par Serge Daget. Donc de nouvelles possibilités sur les rares journaux également qui sont numérisés, journaux de bord de capitaine négrier, mais aussi des états de comptabilité, etc. Enfin, voilà. Donc des fragments documentaires sur lesquels vient se greffer une suite qui est fictive et vraisemblable, en gros, c'est ça. Voilà. Et aussi, en faisant apparaître ce qui n'apparaît pas forcément, à la fois dans le discours historique, et peut-être les formes littéraires que ça prend, les contradictions à travers la société d'un navire, le navire-société, donc pas seulement les esclaves, martyrs, etc., et les négriers, armateurs, etc., mais toutes sortes d'autres choses. Voilà. Donc, le premier s'intitule « Les voyages de Télémaque ». Il aurait pu s'embarquer en 1738 sur le cheval marin ou sur le poisson volant, ce qui n'aurait pas manqué de panache pour un sang royal. En 1739, ça aurait été sur la jeune Catin, ce qui aurait fait rire en cachette ou pas. Mais son grand-père, le roi Pitre, écrivent d'ailleurs d'autres déclarants, fin de parenthèse, le trouve d'abord encore trop jeune. Il ne le remet que le 29 juillet 1742 à la Mesurade, le comptoir et factory de son royaume, entre les mains du capitaine Hyacinthe Normand. Grumou, ainsi en transcrit-on à l'oreille le nom sur la déclaration, Grumou embarque sur le Télémaque. Guillaume Hélice, armateur à Nantes, est au courant, il saura à qui le remettre pour qu'il apprenne, citation, la langue et les façons françaises, comme on disait à l'époque. Le Télémaque a perdu une partie de son nom en 1741, il s'appelait encore le jeune Télémaque, capitaine Marc Thibault, derrière sa longue vue, armateur Valuy. Les bateaux changent souvent de nom de capitaine et de propriétaire en ces années. Ils ne font pas non plus de vieux os. Un an après l'arrivée à Nantes de Grumou, ce négrier est désarmé, puis, comme on dit dans les textes, condamné, c'est-à-dire livré au démembrement. Sauf que Grumou ne s'appelle plus Grumou. Le chirurgien, à la table des officiers, dit après quelques jours que Grumou, ce nom, fait un peu gueux du bas Poitou. Donnons-lui un autre, qui lui procure de l'aisance dans le monde, dont il aura tant besoin, car la nature parle encore tellement en lui. Appelons-le alors Télémaque, à l'image de notre bateau, suggère le lieutenant. Soit, dit Hyacinthe, appelons l'intéressé. L'intéressé, depuis l'embarquement, en chemise et en jabot de travers, mange à leur table, mais il ne s'attarde pas. Ces conversations où il n'entend rien lui donnent le tournis. Tournis qu'il sait décrire en traçant une vrille imaginaire de haut en bas à la hauteur de son visage. « Mon ami, dit le capitaine, nous t'annonçons une grande nouvelle. Tu vas faire peau neuve. Nous t'appellerons Télémaque. Un nom qu'il faudra faire respecter, sois-en digne. » Il faudrait en fait faire respecter également ce mot, et comment l'expliquer, ce n'est pas une mince affaire, car si je me mets raide, ça veut tout simplement dire guindé, mais digne. Alors, point d'interrogation, alors, point d'exclamation. Ce discours étant de l'hébreu pour le garçon, après quelques dénégations, moi Grumou, il laisse aller la ligne et se préoccupe de tout le reste. Les vêtements, par exemple, qui font partout tellement de plis, qui collent sur la peau, il passe des heures à les accommoder, à les faire baller. La vie s'étire autour de lui,
C'est Fénelon, l'auteur du plus grand succès romanesque de tout le XVIIIe siècle, les aventures de Télémaque. C'est Fénelon qui aurait été content d'entendre cette histoire. M'aura-t-il lu, se sera-t-il dit? Aura-t-il pensé que ce que je dis des Phéniciens et de l'esclavage a à voir avec lui? Voilà, premier texte. Et le contexte. Fragment de déclaration au greffe de l'amirauté de Paimbœuf. Guillemets. Il le rendit à son roi, étant devenu folle, F-O-L. Ainsi dicte, parlant d'un captif, un déclarant, le capitaine de l'Élisabeth, à son retour à Nantes en 1781. La grammaire est hasardeuse. Qui est le sujet de quoi? Le sens est clair. On rend un fou inapte au service d'esclaves. Non consigné par le déclarant, la crainte des officiers et d'une partie de l'équipage qui sont psychologues de naissance. Des officiers verbalisent entre eux au carré les petites fenêtres sans arrêt nettoyées par des paquets de mer. Et si l'un d'eux, l'une d'elles, et même un négrillon ou une négrite, s'offrait une crise de vraie folie, avec bruit, cris, sifflements, grognements et gesticulations à l'envie, sans parler des yeux révulsés, de la bave à la commissure des lèvres, et même les fers et chaînes du dit s'agiteraient frénétiquement, que ferions-nous? Irions-nous l'apaiser ou le battre, le déferrer, le monter sur le pont et l'arroser d'abord d'un ou deux seaux d'eau de mer, et après s'assurer que ce captif ne simule pas, que c'est un vrai folle? La raison qu'il aurait de faire semblant, eh bien, être débarqué à l'escale suivante, être donné en cadeau au premier chef venu, et alors là, transformer sa folie en bouffonnerie, devenir amuseur surnuméraire, griot de rencontre. Tout sauf l'entrepont. De ce pire-là, il y a pire à penser, dit un autre officier. Si par quelque inspiration quasi satanique, les voisins de fer de ce folle, puis les voisins de ses voisins, enfin tout l'entrepont, imitait le premier, toute la cargaison devenant ainsi folle. Là, il n'y a plus rien à faire qu'à prier ou à faire feu sur le premier d'entre eux, le faisant taire, sans garantie de succès aucune. Alors, sur un second, mais on ne peut pas aller au-delà, le profit de l'armateur fondant, à chaque mort, 600 belles livres tournois qui vont à la baille. Le pire s'est alors déjà produit, insinue le troisième officier, car il aurait fallu ouvrir l'écoutille et descendre, et deviner alors plus que vu toutes ces têtes agitées d'affreux soubresauts et convulsions, les yeux laiteux qui roulent dans le sombre, les gueules ouvertes, lèvres rouges, langues roses, tendues, tordues. Tu refermes l'écoutille, à quel saint se vouer? Saint-Guy. Qui sait? Et si, reprend le second officier, à ce moment, dans un crescendo affolant, ils nous rendaient nous-mêmes insensés, en tambourinant de leurs pieds enferrés, que tout le navire en retentirait, la cale faisant caisse de résonance. Et si alors nous-mêmes, vibrant à leur rythme, par le lien de nos pieds sur le sol, nous étions effarés, figés, sur le pont autour de l'écoutille, et même si, arrêtant le tambour de pied, ils se contentaient, non de hurler, mais apaisés et déterminés, de chanter tous, là, à l'unisson, d'une seule clameur longue, forte, digne, sans fin, du grégorien de funérailles. Alors, il y a tout lieu de penser, à vous le chirurgien en seconde, que nous-mêmes, nous n'aurions plus tous nos esprits. Il semblerait même certains, aux plus craintifs d'entre nous, que le vaisseau va sauter, tous ces captifs agglomérés comme une grande sainte barbe sous leurs pieds. Le prix serait alors plutôt, conclut le capitaine, en vidant le flacon à son avantage, que nous soyons saisis d'une vague de vraie folie et que nous descendions en désordre, sans tambourinade autre qu'au cœur, dans la chaloupe, larguant les amarres, nous jetant même à l'eau, laissant seul le grand corps de bois retentir de sa mélopée glaçante.
est prêt à nous entretuer pour arriver sains et saufs, mais à gare, au prochain comptoir de traite, à la merci du moindre Watelet y faisant la loi. Et encore, tout cela, à condition d'avoir songé à emporter les instruments pour faire le point. Je propose, dit le premier lotian, que nous changions de sujet. Bruissement de l'eau de la marée qui remonte à bâbord comme à tribord. On est à l'ancre, à Paimboeuf ou à Mindin, les plus de 200 tonneaux ne remontant pas plus haut. Pour dire un peu plus peut-être sur tous ces textes, notamment une série de textes qui racontent un peu cette vie à bord, Oui. Cette vie à bord des matelots négriers, où paradoxalement on ne va pas dire que là ils transportent de la marchandise, donc ils ont une protection extrême pour livrer du matériel selon, en bon état. Exactement. L'esclavage commençant est déjà là, mais... Donc, sous certains aspects, les matelots ne sont pas mieux lotis. D'ailleurs, leur mortalité parfois excède celle des esclaves qui auront traversé. Tu peux laisser la lumière un peu, Clément, parce que un petit peu, ouais, sur... Voilà. Et en fait, ce qui m'a intéressé, parce que j'ai traduit le texte de Volker Braun, il y avait la principale canonnière allemande de l'escadre, là, qui a fait beaucoup de mal aux tribus de Papouasie, s'appelait la Hyène. La Hyène. Ce qui est quand même rare pour un navire de guerre. Et ça m'a renvoyé à quelque chose que j'avais vu avec l'auteur, avec Volker Braun, il y a 15 ans. On était allé voir le mémorial, avec encastré dans le pavé tous les noms des négriers. Et donc j'ai regardé un peu les négriers, les noms des négriers. Dans un premier temps, j'ai surtout regardé l'hypocrisie ou la schizophrénie, si vous voulez, qui faisait que les bateaux s'appelaient le Saïra, etc., avec dans leur cale 350 esclaves. Quoi. La liberté aussi, je crois. Oui, Après la liberté aussi. Ouais. Donc, puis je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces noms ont des histoires, on sait très peu de choses d'ailleurs, sur la façon dont les noms de bateaux ont été attribués, par qui, est-ce que c'était l'armateur ou les actionnaires, ou le capitaine. On ne sait même pas, c'est une écriture simplement, le nom. On ne sait même pas si le nom était inscrit sur le bateau. Et bien évidemment, tous n'avaient pas une figure de proue, ressemblant de plus ou moins. Donc c'est un peu autour de ça, et partant des noms, mais des noms donnés ensuite aussi aux Antilles, aux esclaves, une fois qu'ils n'étaient plus... Là, ils ne sont pas esclaves, ils sont captifs. Ils sont esclaves, une fois arrivés, ils ont été vendus, achetés, etc. Et il y a tout un univers de paroles qui passe à travers les enquêtes purement historiques ou statistiques. Parce que dans le répertoire des capitaines qui viennent à Paimboeuf ou à Nantes, dire ben voilà, je rentre, j'ai déposé tant de noirs aux Antilles, etc. Et au total, j'ai de mon équipage de 30, il y en a 12 qui sont morts, il y en a 4 qui ont déserté, de quoi ils sont morts, de dysenterie, etc. Enfin, tout ça, ça permet des belles statistiques sur l'état physiologique, on va dire plutôt, des équipages, et ça laisse entièrement en dehors toutes les contradictions secondaires qu'il peut y avoir entre les matelots et les officiers, les matelots et les officiers envers les esclaves, les femmes esclaves et les hommes esclaves qui étaient dans 2 compartiments bien différents sur le pont, les négrillons et les négrites qui circulent, qui ont le droit de circuler, etc. Il y a une multitude de contradictions qui fait de ces bateaux, en fait, des ruches à leur manière. Donc voilà, c'est un peu mon idée. Et c'était une belle conclusion. Et peut-être, bon, on finira par pouvoir établir tous ces textes. C'est un des projets de la ruche, justement, Oui. Et de la fabrique du livre. Est-ce que vous avez le droit de parler? Ce qui est étonnant d'ailleurs. Mais néanmoins, si vous voulez dire quelque chose sur le texte ou une question, ou...
vous avez le droit. Bon, comme quoi, hein, des droits finalement. Monsieur Thierry, puisqu'il me faut une victime. Non. Non, non, pas plus. Merci de me donner la parole, je ne pas. On va continuer. Je n'avais pas demandé à Michel d'où venait la première chanson de Marin. C'est moi qui ai écrit tout le Oui, c'est texte ce que- que je vais dire ce soir, ou chanter ce soir. Ouais. Alors bon, c'est un bistrot des histoires courtes, Mm. et donc cette histoire est à la fois très très courte et très longue dans le temps, hein, puisqu'elle couvre plusieurs millions d'années, mais le texte est très court, voilà. C'est pas complètement une chanson, c'est pas complètement un rap, c'est un schrap peut-être, quelque chose comme ça. Ça commence comme ça. Marcher sur deux pattes, c'est un rythme à 4, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Avant tout, écoutez le beat qui bat dedans. Boum. Chaque type a son top ou son bip qui le guide au fond du bide. Le son numéro 1, écoutez bien le son numéro 1, le son du bip bip, le boum boum. Le bip bip, le boum boum. Le bip aide le bipède à se caler au fond des temps depuis la nuit des temps. À quoi sert un gros cerveau? À trouver son chemin dans le désert. À trouver son chemin dans le désert. Vertige du vertical. Ah, c'est génial. Vu de haut, tout est beau, et soudain l'homme de boubou, ça vous met du nerf dans la théière, ça vous met du schnaps dans les synapses. Et j'avais jamais vu l'horizon si net, la ligne bleue des Vosges et l'œil noir des fauves. Marcher sur le grand livre de la terre nous a rendus ivres. Oh, c'est pas de tout repos, c'est du boulot d'assurer le bas et le haut. À peine a-t-il quitté sa hutte ou sa cahute que l'humain crapahute. Mais c'est pas ambulant qu'on devient ambulant. Oh. Si tu veux aller droit devant dans le vent, lève la tête, athlète, que tu sois pithécanthrope ou australopithèque. Dresse ta colonne en double S. Dans 2 ou 3 millions d'années, grâce à l'évolution, tu seras facteur, livreur, colporteur, alpiniste ou tapineur et walkman. Rien de tel que filer le train d'une belle, l'hameçon de l'âme-sœur et le secret du marcheur. L'hameçon de l'âme-sœur, l'hameçon de l'âme-sœur, l'hameçon de l'âme-sœur, l'hameçon de l'âme-sœur. Mets ton pas dans ses pas. Bientôt tu ne sais plus, tu ne sais pas comment tu te sais pas. Tu te sépareras d'elle. Oh, filez le pas d'une belle, c'est le plus beau des pas, car tes pas naissent de ces pas, n'est-ce pas? Si tu mettais pas dans les pas de ta belle, le monde est grand, le monde est beau, le monde est beau. Mais ça ne faut pas que tu te foutes en bas. Ah non. Elle te laissera sur les rotules en te posant cette question qui fait plier tous les je. Nous. Quand dirais-tu, mon chéri, Sinovi. Ah, les doux épanchements. Et tu t'épanches. Eh, tu penches. Oh, à quoi tu penches? Ah, attention, tu vas là. Car terrible est l'appel du sol. La chute de la gamelle, le galin ou l'appel. Aïe, les cailloux, les charbons, les épines et les serpents, les crocodiles et les varans. Alors la belle ou la pelle? Alors la belle ou la pelle? Alors la belle ou la pelle? Laquelle? Ce serait peut-être à vous, cher Alain Bénédicte, si je ne me trompe. C'est bien le conducteur qu'on s'est donné. C'est bien Alain de... Oui, non, tout à fait, hein, tout à fait. hein. Non, j'ai fait comme s'il était surpris. Mais oui, tu es là. Hein, c'était presque inespéré d'ailleurs que tu sois là. Deuxième fois. Hein, tous pour qu'on entende bien C'est que... bien, je fais un effort. Je peux dire une chose là? Oui, C'est magnifique tout ça, c'est magnifique. C'est la première fois en plus, je trouve ça admirable, d'avoir mis Geoffroy Saint-Hilaire dans une chanson. Parce que quand même, il y a du bon aussi. oui, il y a du bon. Mais c'est très bien de le voir dans une chanson. En fait. alors oui, M. Gneidig, qui m'a donné ça il y a 3 jours et que j'ai lu entièrement. Hein, c'est sa dernière œuvre.
dont tu peux déjà nous parler. J'en parlerai justement. C'est un sujet. Donc, d'accord, donc je vais revenir à ta bio. M. Gneidig a traduit plus de 150 livres du suédois, danois, norvégien et de l'anglais, notamment Karen Blixen, Astrid Lindgren, je pourrais la prononciation que je regarde, Strindberg, Roy Jacobsen, Jens Christian Krondal, Dickens, et pas le prix Nobel. Ça m'a fait bizarre. Voilà. Et autrement, des romans, dont le plus récent est Le Pays de l'horizon lointain, chez Joël Losfeld, en 2020, qui a reçu le prix Révélation 2020 de la Société des gens de lettres. N'est-ce pas? Ça fait vraiment écrivain établi. Ben oui, je connais ta vie, si tu veux, tu vois, c'est pour ça que j'ai tout lu. Tout lu, pour acheter le t-shirt. Donc ça, j'en parle pas parce que tu vas en parler. Moi, je vais en parler quand même. J'ai tout lu. C'est pour quelqu'un qui veut tout savoir, une traduction sur Mademoiselle Julie, qui veut tout savoir sur Strindberg, qui veut tout savoir sur la mise en scène qu'il y a eu de Mademoiselle Julie, qui veut tout comprendre comment Mademoiselle Julie est une sorte de bombe à un moment donné où elle sort. D'ailleurs, elle mettra près de 20 ans pour qu'on commence à l'entendre. C'est un bouquin complet. Voilà. Alors, c'est un livre que j'ai fait en collaboration avec un écrivain suédois qui s'appelle Ulf Peter Hallberg, qui est un grand spécialiste de Strindberg. Moi, j'ai fait la traduction, j'ai fait des notes sur le texte, j'ai fait un texte sur qu'est-ce que c'est de retraduire Strindberg aujourd'hui. Voilà pourquoi une traduction de plus. Et Ulf Peter Hallberg, lui, a fait une préface et a fait toute une historique de la réception de la pièce, sa genèse, et à la fois ce qu'elle est devenue, aussi bien au théâtre, mais au cinéma, au ballet, et du moment de sa création en 1888 jusqu'à maintenant, avec par exemple cette mise en scène où joue Juliette Binoche. Voilà. Alors moi j'avais travaillé très longtemps Mademoiselle Julie, j'avais jamais vu ces aspects personnages, tant pour genre, donc côté social, cette montée sociale, ce rapport à ce côté un peu perdu, on va dire pas décadent de Mademoiselle Julie, perdu dans c'est à la fois dans sa psychologie, dans ses généalogies et puis dans sa situation. Et puis ce personnage qui est un peu l'équilibre de la femme normale, Christine. Et j'ai pris un grand plaisir à lire, voilà. Je le dis, je l'ai Gentil. Voilà. Alors, en fait, moi je suis presque nantais. C'est-à-dire que je suis arrivé en Nantes en 1970 pour aller au CP. J'en suis parti en 1983, après le bac, enfin à peu près, en ayant mis 3 mois les pieds à l'université de Nantes. Et je suis parti de Nantes en disant je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette ville de merde. Et je suis parti pendant 30 ans. Et je suis revenu il y a 10 ans. Donc pourquoi, vous voyez, il ne faut jamais dire jamais. Je revenais de temps en temps, j'ai de la famille, des attaches ici. Je suis parti très très loin. J'ai émigré 3 fois. Voilà, je ne pars pas en vacances, j'émigre. C'est beaucoup plus facile. J'ai habité en Suède, j'ai travaillé en Suède, j'ai habité en Écosse, j'ai habité à Londres, et puis aussi un pays embêtant qui s'appelle Paris. Et finalement, je suis revenu ici. Voilà, je ne sais pas, je vais rester encore un petit moment, je ne sais pas. Et j'ai voulu, quand Henri m'a demandé m'a passé commande d'une certaine façon des textes courts, je me suis dit je vais reparler de Nantes et je vais parler d'un fil rouge qui est l'éducation, plus exactement l'école, c'est-à-dire l'école primaire, le collège et le lycée. Voilà, ce sont donc 3 textes courts. La règle. C'est un lundi de novembre et dans mon souvenir, il ne pleut pas sur Nantes ce jour-là. Je ne vais pas à l'école. Non, je vais au groupe scolaire, au cœur de la cité du Bois-Saint-Louis. La cité. Un ensemble de parallélépipèdes de béton semés sur peut-être 3 hectares, entrecoupés de gazon et de parpaings et de parkings, long d'une centaine de mètres et haut d'une dizaine d'étages, peints en blanc avec des boiseries noires. Cet ensemble du plus pur style gaulo-pompidolien fonctionnaliste a été construit sur ce qui était jadis le parc d'une clinique psychiatrique.
je ne suis pas en retard à l'école. Je ne suis jamais en retard. La cloche n'a pas encore sonné, cette sonnerie électrique et métallique qui rythme le temps, même pendant les vacances, car je l'entends alors par la fenêtre ouverte de la cuisine. C'est un lundi, on se retrouve, on se regroupe sous le préau. La sonnerie retentit. Le chahut et les brouhahas s'éteignent. On monte en classe. On salue le maître. Il aboie « Assoyez-vous » et l'on s'assied. Vient l'appel. Comme toujours, le maître bute sur mon nom, imprononçable pour une langue et des oreilles franco-françaises. C'est un lundi. La journée de classe commence donc par le remplissage des encriers. À tour de rôle, 2 garçons trimballent la bouteille d'encre bleue coiffée d'un bec verseur. On se méfie lorsqu'ils abreuvent le petit récipient en verre dans le coin droit du pupitre. Et l'on sort le cahier de rédaction, le porte-plume, la petite boîte de plumes en acier inoxydable. On commence par écrire la date, c'est la règle. C'est un lundi, il faut raconter en 10 lignes comment l'on a occupé son dimanche. Certains trichent un peu et s'aventurent à relater le match du samedi soir à Marcel Sopin, avec force point d'exclamation. Moi, j'ai décidé de parler de notre promenade en forêt du Gavre et du singulier. Il se trouve que pendant la marche, j'ai fait remarquer à mes parents que tel et tel substantif étaient des singuliers, les autres des pluriels. Les idées viennent en vitesse alors que ma plume laboure avec lenteur le cahier à carré normalisé. Zut, un pâté. Une tâche, vite le buvard. J'ai besoin d'écrire vite car les idées vont s'envoler. Mais pourquoi n'y a-t-il jamais assez d'encre pour écrire une phrase complète? Pourquoi la plume doit-elle s'enfoncer dans le papier ou les rafler à vide? Voilà, mes 10 lignes sont achevées. Je peux me relire sans peine. Le maître descend de son estrade et se plante devant mon pupitre, puisque j'ai fini en premier. Il fait pivoter mon cahier vers lui afin de lire mon œuvre. T'es fier de toi? Qu'est-ce que c'est que ces pattes de mouche? T'écris comme un cochon. Il pointe le pâté, la tâche et mes lignes du bout de sa règle. Je rougis. Ta main. Je tends la main gauche. L'autre, imbécile. J'obtempère, je suis droitier. Il paraît que l'aluminium est un métal léger et souple. Le double décimètre qui s'abat sur mes longs doigts osseux produit un premier claquement sec. Puis un deuxième, application pratique du principe pédagogique de base, la répétition. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal, la douleur cuisante ou la honte. Le maître retourne vers moi mon cahier à l'aide de sa règle graduée, cette férule carrée. Tu vas me copier 25 fois, je dois écrire proprement. Lorsque l'on peut à peine tenir un porte-plume, écrire 25 lignes conduit tout droit à un désastre calligraphique. C'est un lundi, et durant la récréation, je dois déambuler dans les couloirs et la cour de l'école avec mon cahier ouvert devant moi. Adolescent, lorsque j'ai étudié le Moyen-Âge, je n'ai aucun mal à comprendre le principe du pilori. On me dit toujours que l'on a beaucoup de mal à déchiffrer mon écriture nerveuse et noire. J'ai toujours besoin de coucher les mots aussi vite. Pour tracer des traits, dès le collège, je me suis servi d'une équerre. Plus tard, étudiant à Paris, j'ai découvert un objet merveilleux, en duralumin, que j'ai toujours à portée de la main, un typomètre. Je ne mesure pas en millimètres, mais en cicéro. Je hais les règles. Alors, tu vas écrire au bout de la suite, hein, Oui, c'est ces souvenirs que nous partageons pour certains de notre primaire joyeux. Alors, Henri a fait déjà la réclame. Des coïncidences étonnantes. Au printemps 2022, j'ai réalisé une nouvelle traduction de Mademoiselle Julie
le chef-d'œuvre absolu d'August Strindberg, qui a été publié aujourd'hui. Il existe une minuscule province dans l'empire des synchronicités, Nantes. En effet, en 1893, le premier traducteur en français de Mademoiselle Julie était Charles de Bigot de Casanove, 1847-1910, jadis professeur d'histoire au lycée de Nantes, entre 1883 et 1907. Lycée où j'ai été élève, un siècle plus tard. Charles de Casanove a également été conseiller municipal de Nantes en mai 1908, sous la mandature de Gabriel Guisteau. Mais je ne suis pas sûr de suivre ses traces, de lui emboîter le pas et obtenir à mon tour un jeton de présence. Cet homme qui parlait d'une dizaine de langues, dont le suédois, le hongrois et le norvégien, habitait rue Frédureau, à 200 mètres de là où j'habite et à 200 mètres de la ruche. Qui a dit que le monde est petit ? Et enfin, alors là je vais demander à l'accessoiriste en chef Henri Mariel de tenir ceci. Voilà. Vous avez le son et lumière, photo. Voilà. Voilà, attends. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien? Sur la table là. Sur la table? Bah tu peux, ouais, ça sera déjà plus haut. Hop. Voilà. Tu tiens. Tu tiens, c'est bon? Voilà. Voilà. Je suis d'ici. Par ici, dans ce pays d'Anjou, ce qui peuple les forêts et les bois, ce sont des chênes, des châtaigniers, des peupliers, des hêtres, quelques bouleaux, un peu de résineux. Ah oui, n'oublions pas le platane de Savenière, le deuxième plus gros de France. On peut illustrer la dualité de l'Anjou par des plantes, symbolisées dans l'histoire par le combat entre l'églantine et le muguet. C'est un jour de janvier, alors que je flânais dans Saint-Florent-le-Vieil, sur les traces de Julien Gracq, mes pas croisaient de manière répétée un arbre considérable. En contrebas de l'abbatiale, quelque part entre le chemin de l'Esvière et la grande rue, se dresse un cèdre du Liban. Julien Gracq, le géographe, lorsqu'il effectuait sa promenade le long de la Loire et montait sur le mont Glonne, croisait lui aussi le cèdre, planté là, il y a sans doute plus d'un siècle, vu la circonférence du tronc. Julien Gracq a déclaré que, dans une fiction, tout doit être fictif. Parce que tout ce qui est introduction dans une fiction d'un élément réel est introduction d'un élément étranger, disparate. Vu l'étrangeté de ce cèdre au milieu de la flore florentine, j'ai eu le sentiment qu'il était disparate. J'ai besoin de l'écrire en italique pour souligner que ce mot ou cette phrase vient d'ailleurs. Ce cèdre est un élément étranger. Un jour, autrefois, quand j'étais au collège, à Nantes, un conseiller principal d'éducation, pilier de l'instruction publique, m'a interpellé alors que j'étais à étudier en permanence. Gnedig, où as-tu pêché un nom comme ça? Pas dans la Loire, hein? J'avais pensé répondre dans l'Aude, l'Elbe, la Moselle. Mais je craignais de ne pas être compris. Alors je me suis tu. Ce dont on ne peut parler doit être tu. Pourtant, en vérité, je suis né à 90 km de Nantes, même si je n'y ai quasiment jamais vécu dans ce lieu où je suis né. Je suis là et pas là. Or, être traducteur littéraire et écrivain, c'était précisément être ici et là. Ma langue, c'est l'Europe. Mon écriture, c'est l'ici et l'ailleurs. Je suis l'ami du frêne Yggdrasil et du chêne de Brocéliande. Et aussi de ce cèdre qui me saute aux yeux, splendide dans tout ce qu'il a de disparate, à la fois importé et implanté.
Combien de temps faut-il, quand on vient d'ailleurs, pour avoir le droit de dire « je suis d'ici » Photo donc de Saint-Florent-le-Vieil, parce que j'ai été en résidence pendant 2 mois, janvier et février, dans la maison de Julien Gras. Donc j'ai pu écrire, et j'ai écrit ce petit texte. Alors, 2 choses auxquelles je pense. La première, c'est que j'ai oublié de vous présenter, parce que tu es arrivé plus tard, avec Jean-Paul, vous avez une connaissance commune, hein, dont vous parlerez plus tard, autour de... Je commencerai par le prénom, Jackie. Voilà, je vous laisse deviner le prénom en commun, le nom en commun. Et puis bon, le fait de bravoure avec un journaliste connu, moi qui me fais rire, mais dont on ne parlera pas. Hein, C'est si ça, on c'est peut, bien. c'est comme tu veux d'ailleurs. C'est bien. En fait, j'ai un point commun avec Bernard Tapie. C'est difficile à croire. Hein. J'ai cassé la gueule à quelqu'un. J'ai mis un pain à Pascal Pro, qui était Pascal Pro, on jouait au foot ensemble, on était à l'école ensemble, du CP jusqu'à la 5e. Voilà. Il était déjà énervant. Voilà. Non, voilà. C'est des souvenirs de Nantes, c'est des souvenirs d'enfance, des souvenirs de Nantes, des souvenirs d'école. À toi, Michel. Je n'ai pas parlé encore. Bon alors, Alain a ouvert la voie avec les souffrances de l'adolescence et de l'enfance. Alors bon, on se connaît très peu, hein, mais la question que je vais aborder est un peu délicate. C'est une souffrance un peu plus intime. La rareté du cul empoisonna ma vie. Ma vie zona. Décharger mes accus, honnêtement chavira mes états. J'ai sauté comme écureuil au cul de ravissantes nanas, sans avoir pigé qu'une pigeonne d'avis souvent changea. La rareté du cul fut pour moi le désert d'Arizona. Les mirages décuplés par la vie austère du pensionnat. Les dimanches j'écumais des revues vulgaires, Barbarella. J'aurais, si j'avais pu, même sauter par derrière Lisa Mona. Tiens, quelle idée. Parfois l'abus de bière, de gueuse, de Guinness me détendit. L'alcool de monastère mieux que le lait d'ânesse m'anesthésie. Je perdais bien des guerres devant superbes fesses et des bandits. J'avoue, je n'avais guère devant le condinesse, l'art de Gandhi. Ah, le curare est mon poison, mon cas semble incurable. J'ai câblé à la sécu, récurez-moi l'orable, car ça m'accule et ça m'accable, je me macule, et pitoyable, j'implore Rachel, j'implore Judith, j'implore Annabelle, j'implore Lilith, le doute, le doute, le doute, le doute m'habite. Voyons l'âge arriver, j'ai cru enfin à l'accalmie biblique. Guettant les yeux rivés, la fin des coups d'éclat de mon schmilblick. Mais à récidiver dans les longueurs, il a un goût cyclique. Les faits l'ont ravivé en mésusant de leur braguette magique. Pour me calmer les nerfs, je tétinais le vin, mauvais réflexe. Des flots d'imaginaire m'affolaient la levain, disons le sexe. Le mot cubiténaire au fond résumait bien tout mon complexe. Le vin que je vénère de mon mal vénérien devint l'annexe. Ah, le curare est mon poison,
et même le vin de table. Ce double mal m'a vaincu, cul et vin c'est probable, me poursuivront jusqu'au trépas, à demi rond, moitié gaga, lorgnant des mouillettes, flairant des jupons, vidant des fillettes limpides me répondent, vaincu, pourquoi vaincu? Un seul suffit. Vaincu, pourquoi vaincu? Un seul suffit. Vaincu, pourquoi vaincu? Un seul suffit. Pardon, cher public, pour cette confession impudique. J'ai honte. Oui, j'ai l'air de plaisanter comme ça, mais je me pose des questions très sérieuses, des questions de géopoétique. Jacques Lacarrière, le grand écrivain Jacques Lacarrière, écrivait « Ajoutez ou à est, vous avez ouest ». L'ouest est ce pays qui demande sans cesse où est l'est. Ce pays toujours désorienté. On voit que l'ouest est la terre des questions. L'ouest questionne. Il questionne sans cesse. Il questionne à tel point qu'il finit par se demander lui-même non seulement où est l'est, mais où est l'ouest. Autrement dit, où suis-je? Où en suis-je moi-même? Question de méridien, direz-vous. Il n'y a qu'à consulter Greenwich. Malheureux. Vous êtes-vous déjà posé la question du sens du mot Greenwich? Car ce fameux méridien qui sert à tous de repère, est lui-même une question, la pire des incertitudes. Car il signifie littéralement en anglais Greenwich, vers quoi? Ainsi, les autres occidentaux, pour savoir où on va, on prend un méridien qui ne sait ni où il va, ni vers quoi il nous entraîne. Et ça, c'est ce qu'écrivait Jacques Lacarrière il y a déjà plus de 30 ans. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que depuis, l'opposition Est-Ouest a laissé la place à l'opposition Nord-Sud. Ce qui n'a rien changé à notre position d'Occidentaux. Toujours à l'Ouest, car les Occidentaux sonores, très sonores les Occidentaux. Les Occidentaux s'honorent d'être au Nord. Eh bien, parlons-en du Nord. Le Nord est le pôle de la richesse honteuse. Remettez ce mot dans le bon sens, vous avez rond. Le Nord est cette région de la planète bourrée de ronds et qui les planque. Le Sud, au contraire, accumule les dettes envers le Nord. Remettez ce mot à l'endroit, vous avez dû. Question rond, le Sud est couvert de dû à l'égard du Nord. À l'égard du Nord. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'est pas question pour moi d'opposer la banlieue Nord et la banlieue Sud. Non, non. Je parle de la zone des pays nantis face à celle des pays pauvres, en gros, du Nord qui tient le crachoir face au Sud qui ravale sa chic, parce que dans le concert des nations, c'est très simple. T'es Nord ou t'es Sud. Et t'es Nord dit bien ce que ça veut dire, pas facile de leur clouer le bec. Voilà pourquoi le Sud finit souvent par se taire. D'ailleurs, on l'appelle aussi dans certaines régions le Midi. Le Midi est cette région de la planète où on finit par ne dire les choses qu'à moitié par peur des représailles. Et prenez-le dans n'importe quelle langue, c'est la même chose. En espagnol, Sud se dit sur. Le Sud se mure dans la surdité, réflexe bien connu des laissés pour compte. En anglais, South, South. Le Midi a mis South, autrement dit, il tire la couverture sur la tête en attendant que ça s'arrange. Qu'on le prenne dans un sens ou dans un autre, le Sud est toujours la zone des déçus. Que répond le Nord face à cette immense attente du Sud par rapport au partage des richesses? Eh bien, le Nord répond Nord. Nord, Nord, ce qui en anglais signifie ni. Le Midi finit donc par faire face au ni.
Les Anglais, qui ont un sens profond de la psychologie, ont remarqué à quel point cette mentalité de perdant est profondément ancrée dans les mentalités du Sud, à tel point d'ailleurs qu'ils l'appellent le complexe de Deep. Et que répond le Nord? Donc il répond ni, ni. Ni, ni. Le Midi finit donc par faire face au ni, ni, et c'est désespérant. Comment mettre fin à cette discorde qui, si on n'y fait pas attention, finira par une véritable bataille rangée entre les sudistes et les nordistes, entre le surdisme et l'hédonisme, entre, que dis-je, grosso modo, le Nord ne veut pas lâcher ses radis, et face à la radinerie des ninis du Nord, le Midi finira par lever des armadas contre le Nord, et vas-y Médor, et mords-il Nord, mords-il l'oreille, et il va finir par y avoir du bobo boréal, parce que les régions septentrionnettes, il faut bien dire ce qui est, elles commencent à en avoir marre. Pourtant, il suffirait de peu de choses pour rétablir l'équilibre. Le Nord, s'il acceptait un peu de perdre son grand air, s'il acceptait un peu de se mettre à l'envers, le Sud, s'il acceptait de donner un peu de son nu, je veux dire de sa nudité au Nord, on pourrait alors avoir la proposition suivante. Si le Nord se dénude, alors le Sud s'en sort, c'est sûr. Ça sera dur. Ça sera très très dur. Ça sera dur, mais ça sera de l'or. Est-ce qu'on fait une transition chanson tant qu'il y est? Oui, ok. Ça n'est pas très drôle, mais ça parle un petit peu de la même chose. Au bord de la falaise, au bout de l'île, le vieil homme est assis face à la mer jalouse. L'homme qui scrute les zodiacs à la file, c'est le marquis de Lampedusa. Sur l'arbre du soleil, le Christ est immobile, c'est un calvaire en bois taillé à l'andalouse. Le phare de lampion s'est fermé comme un cil pour ne pas voir ce que la mer épouse. Ah, dites-moi tout Jésus, car j'ai la vue qui baisse, dit le vieux tourné vers le bleu du couchant. Combien sont-ils ce soir? Est-ce qu'il en reste qui viendront jusqu'à nous? Dit-il en touchant le bois de la Sainte Croix. Qu'avons-nous vu? Qu'avons-nous fait? À quelle fourche avons-nous perdu le chemin? Si nous voulons que tout reste pareil, faisons en sorte que tout change. Et ces enfants qui volent dans la mer, sont-ils des anges morts? Qui a poussé d'Afrique à coups de cornes ces radeaux de méduses et ces rafiaux qui rouillent? Ces hommes on grappe des bancs de loups les lorgneux au fond des filets qu'on démouille. Pauvre parc à fluo, homme balise, les corps rongés au fioul et jetés sur les grèves. Armés de rien, voyageurs sans valise, la vie pour monnayer le rêve. Si nous tenons fermés nos bras et nos frontières, d'où Jésus, dites-moi, nous qui étions des lions et de flambants guépards, viendront les hyènes, les chacals, les moutons, et tous se considèrent contents.
celle de la terre. Qu'avons-nous vu, qu'avons-nous fait? À quelle fourche avons-nous perdu le chemin? Si nous voulons que tout reste pareil, faisons en sorte que tout change. Et ces enfants qui volent dans la mer, sont-ils des anges morts? Bien, je garde un peu de silence hein, après cette Pardon chanson. Je garde un peu de silence après cette chanson. Lampedusa, c'est ça. Le titre. Lampedusa. Lampedusa. Ok, eh bien Marie-Hélène, c'est à toi. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Alors, que tu vis à Saint-Colomban. Je vis à Saint-Colomban. J'écris des histoires. Je fais pas beaucoup de voyages. Je parle pas de langue étrangère. Mais j'écris des histoires qui sont peut-être des langues étrangères. Et là, celle que je vais vous lire. Oui, alors peut-être vous dire quand même qu'il y a quelques romans qui sont parus, édités par quelques éditeurs, un présent ici, et puis quelques autres. Et un à venir, puisqu'il y en a un qui est parti chez l'imprimeur mardi de cette semaine. Peut-être le dernier. Elle dit ça à chaque fois. Ça sera le 13e, et je m'étais toujours dit que, voilà, 13 c'était bien. Mais j'ai une porte de sortie quand même. C'est que dans les 13e, il y en a un que j'ai écrit avec Thierry. Alors je ne suis pas certaine de pouvoir le compter dans les 13. On a écrit un roman à deux mains. Donc celui-là, peut-être qu'il ne fait pas partie des 13. Bon. Donc ce soir, je vais vous lire peut-être ce qui s'appelle une nouvelle. C'est un texte peut-être plus long. C'est une commande qui m'a été faite par une revue qui s'appelle L'âme au diable. C'est une revue littéraire qui, la première était sur voilà, les rapports entre l'écrivain et l'écrivain qui donne son âme au diable pour pouvoir écrire. Le second, je pense il y a eu un numéro sur les livres noirs, sur l'enfer. Et le 4e, ça va être les écrivaines sorcières. Donc on est quelques écrivaines sorcières à avoir été sollicitées pour écrire un texte pour cette revue, puisque ça sera une revue uniquement rédigée par des femmes. Toutes écrivaines sorcières. Voilà le contexte de l'histoire. L'histoire que j'ai intitulée « La réponse ». Tout est vrai, hein, je peux vous assurer. Elle tentait de s'échapper, cherchait une issue qui lui permettrait, la tête haute, de refuser la proposition. Elle voyait trop bien où l'acceptation la conduirait. Il lui faudrait à nouveau arpenter les chemins caillouteux, arides, fumant de chair brûlée sous un soleil noir. Elle allait devoir retrouver l'antre qu'elle habille trop joliment lorsqu'elle parle de sa cuisine de romancière. Quand la tempête s'était enragée en elle, quand le monde avait volé en morceaux, l'écriture, toujours, lui avait permis de se sentir une. Pourtant, souvent, elle avait accusé le sort ou son destin. Elle ne savait trop, leur avait fait des reproches, tant il l'avait conduite dans de profonds abysses. Ils avaient su mettre sur son chemin leurs sbires. Elle les avait acceptés, sachant qu'ils contribueraient aux pages à venir.
En les fréquentant, elle en était devenue complice. Puis elle les avait repoussés, renonçant à leur séduction. Aidée par le temps, enfin résolue à fermer la porte de la géhenne, elle avait dénoncé le pacte qui l'enchaînait. La demande lui ferait faire un écart, elle craignait la chute. Il lui semblait qu'elle allait devoir ranimer celle qu'elle s'efforçait de n'être plus. Aussi, fuyait-elle, laissant doucement passer les jours, sans se décider à donner une réponse. Afin d'être certaine de s'en éloigner suffisamment, afin de repousser l'écriture qui suivrait l'acquiescement, elle se donnait désormais entièrement à une nouvelle activité. Voilà qu'elle s'autorisait enfin à tenir des pinceaux. Avec l'aquarelle, l'eau allait éteindre le feu qui couvait en elle, les braises encore chaudes seraient noyées, les transparences, la légèreté, la fraîcheur et la douceur des couleurs seraient un antidote au poison encore présent dans le fond de ses cornues. Elle s'en convainquait. Un vendredi de décembre se mit en travers de ses résolutions. Ce jour-là, elle dut se rendre au petit marché de la minoterie, la recyclerie locale qui invite en fin d'après-midi un maraîcher, un pêcheur du lac de Grandlieu, la boulangère paysanne voisine à venir vendre leurs produits. Aucun pain n'est aussi savoureux que celui d'Angèle, belle jeune femme aux yeux bleus. Le pain d'Angèle est si fameux que ce jour, elle allait au marché uniquement pour lui. Les sorcières étant affamées autant de livres que de pain, elle ne put s'empêcher d'aller fureter du côté de la librairie d'occasion. Dès la porte franchie, un nouveau bac à hauteur de la main se présentait. Livres à liquider, 1 euro les 5. Impossible de résister à la curiosité. Mais quels étaient ces rebuts que personne n'avait choisis et que l'on supposait impossibles à choisir puisqu'on les soldait à vil prix? Il paraissait seul, abandonné. Une tristesse montait au-dessus du bac. Elle pourrait vous l'assurer. Comme elle vous dirait qu'un regard attentif se forçant un peu pouvait voir s'élever au-dessus d'eux une brume grise à l'odeur âcre. L'un après l'autre, elle fit défiler les titres en commençant par la rangée de droite. Soudain, elle s'arrêta. L'homme-joie de Christian Bobin. Mais que faisait-il ici? Personne n'était reparti avec les pages de celui qui avait quitté ce monde quelques semaines plus tôt. Le livre vint se blottir dans ses mains. Cet après-midi-là, des pages rejoignirent son pain. Mais c'est chez elle qu'elle comprit pourquoi il avait guidé ses pas jusqu'à lui, pourquoi il s'était haussé jusqu'à son regard. Mais l'évidence était là. L'homme-joie l'avait appelé. Elle le sut quand elle l'ouvrit au hasard. Sur une page manuscrite, elle lut. J'ai pris la main du diable, sous les ongles noirs, j'ai vu de la lumière. Longtemps, elle resta devant les mots, lisant et relisant, les laissant pénétrer en elle, les encourageant, s'ouvrant tout entière à leur sens. Ils agissaient. Immédiatement, il l'avait conduite vers la demande. Encore une fois, elle trouvait un signe, un amer dans les pages. Elle contemplait chaque lettre, une à une, tracée de la main de Christian Bobin, livrée à son écriture. Lui, l'homme sage, le poète, l'éclaireur, avait pris dans la sienne la main de l'être des ténèbres. Il ne l'avait pas accueillie, il était allé au-devant d'elle. Le geste la laissait songeuse. En saisissant cette main, il en connaissait les enjeux. Mais quelle magnifique assurance, de quelle clarté était-il habité pour s'allier ainsi à l'obscur. Christian Bobin, en installant le diable dans ses lignes, la conduisait vers une lumière éblouissante.
et cette lumière sortait de la page, éclatait en une multitude d'étincelles. C'était inespéré. Elle observa à nouveau les 2 petites phrases sur la page blanche. 3 lignes à l'encre noire, 5 mots par ligne, beaucoup de blanc autour. Sans trembler, il avait livré l'expérience. En prenant cette main, il n'avait pas reculé devant un possible danger. D'avance, il en avait accepté les conséquences, accepté que le sang noir, chargé de maléfices, puisse s'infiltrer dans le sien. Mais quelle force! Elle était ahurie par sa découverte. Très vite, Christian Bobin rassurait le lecteur. Ou plutôt la rassurait. Sous les ongles noirs, il avait vu de la lumière. Il partageait sa découverte, elle percevait sa surprise. Aucune nuit, même la plus profonde, n'occulterait la clarté. La vérité résidait sous l'erreur, la vie battait derrière la mort. Avec le poète, maintenant, elle apercevait des clartés, des scintillements qui jaillissaient à l'extrémité des doigts. La phrase desserrait l'étau de ses réticences. Christian Bobin, en fréquentant le diable, en dépliant sa main, permettait qu'elle s'en approche sans crainte. Il lui proposait de prendre celle qui pourrait écrire. Un geste tendre, intime, où les chairs se côtoient, se fondent, où les doigts, les paumes qui gardent trace des caresses vont échanger un peu de leur passé et s'encourager pour les jours futurs. Il lui prenait la main et elle acceptait d'entendre battre le cœur de l'autre, de percevoir ce que le sang promène de tristesse et d'allégresse, de gravité et de malice, de tourment et de fantaisie. Il lui prenait la main et elle acceptait que ce qui circule en lui pénètre un peu en elle. Elle savait maintenant qu'elle pouvait écrire, mais elle n'écrivait pas. Se laissant absorber par l'aquarelle qui, elle le sentait bien, l'éloignait des mots. Mais l'aquarelle parfois ne suffisait pas. Le clavier était là, silencieux, et son silence la perturbait. Alors le ciel venait à son secours. Les matins où il étincelait de pureté lumineuse, après que la nuit glacée eut déposé des perles et des dentelles blanches sur la campagne, elle ne pouvait résister à l'appel. Elle se chaussait, s'habillait chaudement et filait s'imprégner de beauté. S'éloigner du clavier donnait une saveur unique au temps volé loin de lui. Les sorcières ne se consacrent pas de gaieté de cœur à leur sortilège. Elles font des détours, explorent de nouvelles sentes dans les sous-bois, allongent leur chemin vers les feuilles amères et les champignons qui élargissent la conscience. Pourtant, un dimanche, le chemin qui la conduisit fut tout autre. Près de chez elle, à quelques mètres de la porte d'entrée, sous un frêne, dans l'herbe, parmi des brindilles, dans l'air gris et glacé de janvier, une petite fleur orange vif était accrochée à une branchette en partie recouverte de lichen. Une fleur d'une couleur si vive qu'elle ne pouvait que porter une charge puissante. Un friseli gélatineux de quelques millimètres s'organisait, telle une minuscule rose aux pétales imbriqués les uns dans les autres. Un champignon. À ce moment-là, tout à sa découverte, pas un instant, elle n'a imaginé qu'il avait été posé là à son intention. C'est lorsqu'elle découvrit son nom qu'elle comprit. Beurre de sorcière, ou plus savamment, trémelle mésentérique. Il lui plut de ne garder que le nom commun et de s'interroger. Était-ce le diable qui le lui avait apporté, comme les légendes le racontent? Si elle entrait dans la légende et le brûlait, qu'allait-il se passer? C'est alors qu'elle l'entendit. Oh, au début.
Ce fut à peine un petit tintement qui l'incita à tendre l'oreille. Elle attendit. Un nuage bas, épais et sombre couvrit le soleil et plongea la pièce où elle se tenait dans l'obscurité. À nouveau, elle perçut un bruit qui ressemblait à un bourdonnement suivi d'un crépitement. Mais c'était un rire! Quelqu'un riait? Ce ne pouvait être que lui. Elle en trembla. Entendre le diable rire trouble forcément une âme qui se veut apaisée. Elle se figea. Maintenant qu'il avait trouvé le chemin pour l'atteindre, mais jusqu'où irait-il? Il n'en avait pas fini avec elle. Sans cesse, il se rappelait à ses pensées. Voici que lors d'un voyage dans la presqu'île guérandaise, on lui parlait du moulin du diable, ce moulin érigé en une nuit par le malin pour le prix de l'âme de celui qui voulait être meunier et ne disposait pas de moyens matériels suffisants. Pris de remords, l'homme se rétracta et une faille apparut dans la construction. Comme jamais aucune maçonnerie ne put la réparer, à sa place, une statuette de la Vierge prit place, toujours visible derrière les ailes désormais habillées de neuf. Peu à peu, insidieusement, le malin prenait pouvoir sur ses pensées. Il s'acharnait où elle ne l'attendait pas. Il devait être embusqué cette fois dans sa maison pour se manifester encore et si effrontément quelque temps après. Une fin d'après-midi, quand le soleil attiré par l'ombre décline si vite qu'il semble se précipiter vers l'horizon, elle entendit le bibliophile avec lequel elle vit l'interpeller. Il avait délaissé les rayonnages, les rangements, les dépoussiérages et les classements pour lui demander « Toi qui es sorcière à tes heures, peux-tu retrouver la clé du cadenas qui ferme la cage de l'enfer ?» Avait-il envie de retrouver un des textes sulfureux, prohibés, enfermés dans la cage métallique noire? Voulait-il seulement contrôler leur état de conservation? À ce moment, peu importaient les réponses. Seule la question vibrait dans son esprit en ondes renouvelées. L'enfer se rappelait à elle par celui des livres. Mieux valait tourner son attention vers son petit-fils que les forêts, leur flore, leur faune passionnent. Elle l'avait vu un jour absorbé dans une recherche de champignons, ne laissant place à aucune distraction. Elle lui envoya la photographie de la trémelle mésentérique. Il la connaissait, tout en ignorant le nom commun. Par retour, il lui envoya une photographie. Dans la forêt d'Argonne, il avait vu des champignons encore plus étranges. Il ne donnait pas leur nom. Étrange en effet. On aurait dit de petites pieuvres roses, carmin et blanches, gisant, asphyxiées parmi les feuilles d'un sous-bois. Il avait réussi à l'impressionner. Elle était ébahie. Ils étaient vraiment extraordinaires. Elle rechercha leur nom. Il s'agissait d'Anturus d'Archer. Elle voulut en savoir plus, lança une recherche, quand soudain 3 mots jaillirent de l'écran et lui agrippèrent le regard. Anturus d'Archer, dénommé aussi doigt du diable. Elle faillit crier. Trop, c'était trop. Jusqu'où irait le malin capable d'emprunter le lien doux et affectueux qui l'unissait à son petit-fils? Il n'irait pas plus loin. Il fallait que cela cesse. Elle refusa d'entendre à nouveau son rire, de sentir sa gorge crispée par le cri retenu. Elle n'avait pas envie de lui donner la main plus longtemps. Avant que la lumière sous les ongles noirs ne s'éteigne, elle se mit devant son clavier. Donc, publié bientôt dans une revue, c'est ce que tu Oui, disais. ça sort dans l'âme au diable, Hmm. qui doit sortir en mois de novembre.
Tant pis, on me l'a demandé. En fait, je vais faire vite, ça dure 2 minutes. C'est un texte qui s'appelle... donc je vais donc le faire, parce que tu l'as dit, hein, on avait prévu que c'était avant. C'est une série de textes qui est une commande en fait de la librairie Durance avec mon ami Daniel Cousinard, qui m'a demandé de faire quelque chose autour de Léon Durance, libraire, etc. Et puis plutôt que de faire un truc historique, j'ai fait une sorte de traité à destination de tous les libraires de formation. Léon Durance explique un certain nombre de préceptes importants pour la formation, notamment qu'un libraire ne doit pas lire. C'est là que... Bon, il y a un certain nombre de choses comme ça. Et il y en a à peu près 13. Il organise aussi une manière de faire une conférence, comment préparer une conférence avec des conseils. Bon, c'est un beau livre qui va sortir. Beau livre parce qu'il est dessiné, enfin il y a des dessins de Springer, de Benoît, qui est un dessinateur qui travaille notamment pour Charlie, etc., qui est magnifique, enfin j'adore ses dessins. Donc c'est un beau livre, voilà. Il y a un moment où les personnages sortent des livres, enfin c'est une vie de libraire en fait. Donc voilà, ça commence toujours par une présentation de ce dont on va parler. Du danger d'écrire pour le libraire. Vous, gens de métier du livre, devez en être persuadés. À ne pas respecter cet interdit, non seulement vous trahirez vos pairs, mais plus encore vous resterez limité à la vie d'un libraire médiocre. Laissez aux écrivains cette folie de l'écriture et consolez-vous d'y échapper, car eux n'ont pas le choix. Certes, ce principe provoquera dans votre vie quelques désagréments, mais incomparables aux catastrophes que vous encourez à ne pas le suivre. Un chapitre essentiel, où quelques astuces révélées vous permettront d'alléger cette contrainte. C'est un conseil auquel Léon Durance accorde une grande importance. Pour vous permettre de mieux l'appréhender, nous sommes permis, avec l'accord de l'auteur, de lui créer des subdivisions. Donc suit toute une série de subdivisions, notamment, méfiez-vous si vous n'écrivez pas, ou que vous écrivez que vous avez de bonnes vacances, et si dans votre famille vous avez un inspecteur des impôts. C'est toujours dangereux de dire qu'on fait de bonnes vacances, qu'on passe de bonnes vacances. Bon, mais là, c'est un libraire n'écrit pas. Un bon libraire ne peut se revendiquer tel que s'il a parfaitement acquis les principes fondamentaux de son noble métier, notamment celui-ci. Le monde du libraire et celui de l'écrivain, que complémentaires, constituent deux mondes diamétralement distincts. Des lettres, le libraire n'en est que le gardien. Et d'aucune façon, il n'est en droit de s'aventurer dans le monde de ceux qu'il sert et protège. En transgressant ce principe, un libraire mettrait en danger sa profession et anéantirait d'un coup l'équilibre précaire qui relie ces deux mamelles de l'écriture. Le libraire donc n'écrit pas. Il lit, classe, range, conseille, vend. D'écriture, il n'aura que le registre des comptes à remplir ou l'établissement de son catalogue à rédiger. Des écritures purement formelles, donc, ne sollicitant aucune fantaisie d'esprit. Le libraire est rationnel et connaît parfaitement les écueils d'une imagination débridée. Il laisse les dangers de la divagation aux écrivains, qui, eux, en principe, sont mentalement parés pour s'y engouffrer. Ont-ils le choix d'ailleurs? Et qu'on ne s'y méprenne pas, un écrivain, pour la raison inverse, serait incapable d'être un bon libraire. Ne pas écrire n'est donc pas une mutilation contrainte, un regret pour le libraire. C'est au contraire le sacrifice qu'il s'accorde pour pleinement exercer son sacerdoce. Il y a certes un peu de sainteté dans cet acte de contrition professionnelle. Le libraire répond d'abord à l'appel d'une vocation. Et je dois vous le dire, ce renoncement pour moi, Léon Durance qui parle, fut un acte de bravoure, brisant l'héroïsme, car moi-même, je me sentais à l'étourdissement naïf de mon adolescence porté par la muse des lettres. Mais bon, il fallait choisir son camp. C'est avec cette phrase que Léon, mon père, me ramena sur les berges de la maturité. Un bon libraire est pur esprit, neutre, ouvert, sans jugement à toute proposition, ce qui lui permet d'être pour chacun bon conseiller, loin de tout foin médiatique de chapelle ou de courant. Pourtant, débutant dans la profession, cette question d'écriture me préoccupa au plus haut degré un long temps encore. Et je n'eus de cesse d'interroger les plus illustres penseurs de la littérature, Sénèque, Aristote, Boileau, jusqu'à Barthes récemment. Mais leur réponse était sans appel, un bon libraire n'écrit pas. Alors imaginez ma terreur chaque fois que je me trouvais devant un porte-plume, un bic, un Mont-Blanc,
Un waterman, sueur froide, vacuité de l'être, le monstre assassin, l'affreuse pulsion de l'écrit s'emparera-t-elle de moi? N'allais-je pas déraper, écrire une œuvre admirable, novatrice, et ce bien malgré ma volonté qui allait faire de moi le chantre d'une nouvelle vague littéraire, un courant, un genre, une école, et au suprême honte me transformer en traître parjure de mon inestimable profession et de ma famille? À partir de quand, saisissant ce stylo, cet instrument ne deviendrait-il pas une arme? C'est selon l'intention véritable de tes écrits, me soufflait ma petite voix de la conscience. Fort de ce conseil, je me gardais bien de toute envie saugrenue d'écrire. Je me cramponnais aux tables de la loi de ma profession. Tu n'écriras point. Bon, mais je suis content d'avoir lu parce que c'est la première fois que je le lisais en public. Voilà. À toi, Michel. Et pour l'anecdote, quand même, excuse-moi, pour l'anecdote, le libraire descendant de Lyon-Durance ce soir était à un cours, à un atelier d'écriture. Je dénonce. Ouais. Bon, peut-être qu'un libraire ne peut pas être écrivain, mais par contre, il y a des écrivains qui ont été libraires. Et je pense que moi j'ai un souvenir formidable, parce que je l'ai connu, de Marcel Béalu, qui était donc un ami de René Guicadou, et chez qui j'ai passé des heures de mon adolescence, parce que sous son air bougon, il me laissait quand même bouquiner tout ce que je voulais sans rien acheter. Voilà. Parce que je sens que n'a rien à voir. Papa et maman sont partis dans un bateau, l'autre côté de l'eau. Quitter le ghetto, ils sont partis pour la France, pas pour des vacances. Petite mer de poche, Casa, Syracuse, Alger, Marseille ou Tanger. Le ciel est si proche, ils m'auront encore hébergé dans les oliviers. Ils ont laissé ma Méditerranée, ma où s'en vont des années. Ma des moricots, des gueulards, des frisés, des chiens pelés, des cordeaux, des poulets andalous. Mamé qui médite des années puis des années, rongées d'eau salée. Les arrière-boutiques remplies de poissons séchés, d'épices attachées. Des parcs au fond des ports, mazout et orangers, des fameaux dans un or, citron rouge et mulet. Madre mia como vengo, madre mia como vengo. Puerta cerrada, camino abierto. Méditerranée, ma reine inéditée, ma déshérité. Dame mine d'arrête, au marais de dinette, au pied de minaret. Mer de ratatiner, aride traîner des moutons saignés. Médinas et terrasses, méditer la trace de mes aînés.
des ermites, des chameaux usés que l'on écarine. La chaude qui ressuscite à son blanc baiser l'azur des abris. Et puis des longs couteaux que la misérable a longtemps forgés, qui fait des démocrates au petit matin des égorgés. Papa et maman sont partis dans un bateau l'autre côté de l'eau. Les Eldorado se gagnent à travers les vents et les océans. Papa et maman sont partis dans un bateau l'autre côté de l'eau. La Jara pour le pays des lumières, pays de l'esprit. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Et pour finir, c'est une chanson qui est écrite, je pense à ce que nous a lu Jean-Paul au début, parlant des négriers. C'est une chanson qui parle de Paul Gauguin, avec des mots d'ailleurs de Paul Gauguin, parce que certains le considèrent comme un personnage peu sympathique, mais il a quand même été le porte-parole d'une forme, une sorte d'anticolonialisme virulent. On ne le reconnaît pas toujours. Voilà. Alors il y a quelques mots qui sont je suis obligé de donner quelques clés. Coquet, ça veut dire Gauguin, tout simplement en tahitien, puisque le tahitien n'a que 5 voyelles, je crois. Et le tané c'est l'homme, tout simplement. Il y a les vainés et puis les tanés. Voilà. Passé son enfance au Pérou, il vous en reste des couleurs. Votre père fuyait la France et ses verrous, mort à l'arrivée grande douleur. L'orphelin des Lunas a pris sa langue dans le palais des alguazils. Que vaut un grand bateau qui tangue et finir en oiseau des îles. Vous aviez connu la vie bourgeoise, les cotes en bourse et tout perdu, pour peindre en feu des toits d'ardoise, de Pont-Aven ou du Poule. Oh, coquet, 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 Gauguin, qui a damné tous les tanés, c'est la Paguien. Tout papa où s'en va l'esprit des morts, s'en va où? Adieu à l'Europe, à ses vieux parapets. Adieu Vincent qui te coupait l'oreille, cassé tout son stock de civilisé, saoulé ses pinceaux sous le soleil. Dans la cabane en bois vient une femme, les seins cuivrés de majesté. Sauvagerie, c'est bon pour l'âme, Gauguin laissez-vous dévaster. Belle antilope, un peu inquiète, la fleur écoute son parfum. Elle connaît l'art
de la tempête, se faire croquer, nourrir la faim. Oh, oh, coquet, 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 coquet Gauguin, qui a damné tous les tannés, c'est la fin du gain. Ouh, tout papa, oh, tout papa, oh. Où s'en va l'esprit des morts, s'en va où? Je vais remonter la lumière pour voilà. Donc voilà, voyons un petit peu. Hein, de réveil. C'était beaucoup, pour beaucoup de textes et il faut une densité quand même de nombre de personnes pour tout emmagasiner. Je trouve qu'on était bien lotis et avec ces beaux textes et ce temps-là. Mais le plus grand nombre a été encore pour moi qui organise des soirées un plaisir. Donc faites savoir que ces soirées avec des textes inédits sont des soirées à vivre et à partager. Mais moi j'ai eu grand plaisir avec Marie-Hélène, Jean-Paul, mon ami Alain, et puis Michel, parce que c'est vrai que ça a été une grande richesse de mots et de qualité. Voilà. Merci à vous. Hein. Et puis merci aux courageux qui sont là. Et à d'autres soirées, voilà, de poésie.